fotografier ton... Je crois que ça a commencé assez tôt chez moi, l'envie de faire du cinéma. Dans ma famille, mon père avait un petit projecteur avec une manivelle et une boîte pleine de petites bobines de films. Et quelquefois, les dimanches de pluie, mon père grimpait sur un escabeau, sortait le carton avec les films et il nous projetait des films à la maison. Ça, c'est mes premiers souvenirs. Et puis après, en grandissant, j'ai commencé à assister à des séances au ciné-club de la ville où j'étais, Grenoble. Et mon père encore était un des animateurs du ciné-club. C'était un professeur et il était fou de cinéma. Alors, il montrait des films, il faisait des analyses et des débats avec la salle. Et quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à me glisser dans ces séances. Et j'ai découvert que le cinéma, c'était pas seulement un divertissement, mais que c'était aussi quelque chose qui nous permettait d'aller à la rencontre du monde, de découvrir des visages nouveaux, d'entendre des langues différentes, et en un sens de voyager. Et je crois que chez moi, le désir de cinéma est lié au désir de voyager, d'aller à la rencontre du monde et peut-être de moi-même aussi. Pour moi, un film, c'est peut-être d'abord une rencontre. Mes films sont souvent placés sous le signe de la rencontre. J'essaye, à travers mes films, d'aller vers des gens, des mondes que je ne connais pas, pour essayer de les rencontrer, de comprendre un peu mieux ce qui peut nous lier ou pas. Filmer l'autre, filmer les autres, c'est toujours aussi être un peu à la recherche de soi. Je crois que c'est un peu tout ça. Ça veut dire que chez moi, je n'essaye pas de trop préparer les films avant de les faire. J'essaye d'aller un peu dans l'inconnu. C'est plus fragile, bien sûr. Évidemment, quand on prépare bien, quand on se documente, on est plus armé. Mais moi, ça ne me convient pas. Je préfère une forme de liberté et de fragilité. Mes premiers films étaient plus préparés que ceux que je fais maintenant. Oui, pour mon tout premier film, La Voix de son maître, d'abord c'est un film que j'ai réalisé avec un autre, on était deux. Et puis les quelques films que j'ai fait après, qui étaient pour la télévision, des films sur des alpinistes, des choses comme ça. Là, il fallait vraiment préparer les choses en amont. Mais par la suite, je me suis mis à faire des films beaucoup plus improvisés et à y prendre un vrai plaisir. De sorte que aujourd'hui, je dis souvent que moins j'en sais sur le sujet, avant de commencer un film, moins j'en sais sur le sujet, mieux je me sens, mieux je me porte. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on enseigne aux étudiants de cinéma, dans les écoles de cinéma. On leur dit qu'il faut préparer, qu'il faut se documenter, qu'il faut lire, qu'il faut choisir en amont leurs personnages, etc. Moi, je ne choisis pas les personnages
quand je suis quelque part, je ne les choisis pas forcément avant. Je sais que le tournage va quelquefois révéler des comportements, révéler des gens, et que il y a des gens qui seront plus ouverts que d'autres au projet, à la rencontre, qui vont mieux accepter que d'autres de jouer le jeu, de jouer avec moi, si j'ose dire. Et voilà, ça c'est un peu comme ça que j'avance. La Ville Louvre, c'est un film important dans mon parcours. Alors pour la première fois, je vais travailler de façon complètement improvisée. L'origine du film est assez particulière parce que c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. On est venu me chercher. C'était en 1988. Le Louvre, on commençait à faire des travaux dans le musée, on construisait la pyramide, on creusait des galeries souterraines, on réorganisait la circulation des visiteurs, on regroupait les peintures autrement, etc. Et les conservateurs du département des peintures voulaient sortir des réserves des tableaux de très très grande dimension, et ils ont pensé que ça serait spectaculaire et qu'il fallait demander à quelqu'un de filmer ça. Bref, c'est à moi que ça a été proposé, et donc on m'a invité à faire une journée de tournage. J'ai tourné, et le soir, j'avais rempli ma mission, mais j'ai eu envie de revenir le lendemain. Donc je suis rentré dans le musée sans autorisation, avec la caméra, une petite équipe, et on a continué à filmer. On a filmé les conservateurs qui accrochaient des tableaux, qui les décrochaient, qui les déménageaient, toute cette effervescence. Et j'ai tourné comme ça, sans autorisation, pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il a fallu poser la caméra et se mettre à chercher de l'argent pour continuer. Et il a surtout fallu contacter le directeur, le prévenir et lui dire que voilà, un film venait de commencer à se tourner dans le musée. J'ai fait une projection, une sélection de rushs qu'on a montré au directeur, et j'ai eu la grande chance qu'il me dise « Allez-y, continuez, je suis avec vous, continuez le film ». Voilà, donc j'ai encore passé plusieurs mois en tournant 2 fois par semaine dans ce grand musée, avec l'idée non pas de faire je dirais un film d'art, mais vraiment un film sur le travail, sur les gestes. Les tableaux ne sont pas filmés d'un point de vue contemplatif ou d'un point de vue historique, scientifique. On n'est pas du côté de l'histoire de l'art, on est du côté des gestes du travail. Les œuvres sont filmées à travers les gestes. On les déplace, on les accroche, on les restaure, on fait de la dorure sur les cadres, on les surveille, etc., etc. Voilà, donc c'est une grande plongée dans un lieu prestigieux, mais c'est un film qui adopte un ton un peu irrévérencieux, un peu ironique. On n'est pas... j'étais pas du tout paralysé par tous ces grands peintres qui m'entouraient. J'ai essayé de faire ce film avec le plus de légèreté et d'humour possible. Je filme souvent des situations d'apprentissage. Être et avoir, le pays des sourds. Dans la maison de la radio aussi, on voit
un jeune journaliste qui apprend son métier, qui se fait corriger par une professionnelle plus expérimentée. Les situations d'apprentissage sont très souvent d'abord, c'est une façon de... les spectateurs sont très vite, se sentent vite concernés. Surtout quand on filme, comme je l'ai fait dans Le Pays des Sourds, des gens qui en sont au début de leur apprentissage. Je m'explique. On voit dans Le Pays des Sourds des adultes, parents d'enfants sourds, qui commencent à apprendre la langue des signes. Et j'ai vraiment filmé les premiers jours de leur apprentissage. Ce qui fait que les spectateurs peuvent se mettre dans la peau de ces élèves et se sentir très, très concernés. Bon, par ailleurs, les situations d'apprentissage, c'est des moments dans lesquels les personnages sont souvent un peu fragilisés, parce qu'apprendre, par définition, c'est aller vers ce qu'on ne sait pas, c'est essayer de franchir un obstacle, de surmonter des difficultés. Et dans ces scènes d'apprentissage, dans des scènes d'apprentissage, on voit les gens essayer, réfléchir, se tromper, recommencer. C'est souvent émouvant, souvent touchant. Comme spectateur, on évite avec eux. On a envie que les personnages réussissent. On a envie que les enfants du Pays des Sourds qui apprennent à parler réussissent. On a envie que les enfants d'être et à voir. On est touché par leurs hésitations, leurs difficultés. Voilà, donc c'est important pour moi, ces choses-là, oui. Bon, je crois que la technique, c'est important, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Il arrive qu'on voit un film mal fait, mal fichu, avec des maladresses, des erreurs, etc. Et qu'on soit en même temps complètement bouleversé par ce qui se passe, sur l'écran, par la qualité de la proposition, de la rencontre entre le cinéaste et les personnes qui sont filmées. Qu'il s'agisse du documentaire ou fiction d'ailleurs, hein, ce que je dis là vaut pour le cinéma en général. Pour moi, les prouesses techniques, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est même quelquefois ennuyeux. Un film trop maîtrisé, c'est quelquefois trop froid aussi. Moi, j'aime les films libres, les films qui prennent des risques, les films qui sont quelquefois imparfaits, mais dans lesquels je sens un geste fort, une sincérité, un élan, une audace. Pour moi, c'est plus important que tout. Et c'est plus important, en tout cas, que la perfection technique, qui n'a, à mon sens, pas grand intérêt. Il y a une différence entre le documentaire ou la fiction, au sens où dans les films documentaires, on ne demande pas aux personnes qu'on filme de simuler, de faire semblant. On leur demande plutôt d'être eux-mêmes, d'être sincères,
d'être spontané. En même temps, dans un documentaire, il y a souvent, chez les gens qu'on filme, il y a parfois un peu d'auto-mise en scène. Les gens aiment bien jouer avec nous, entrer dans le projet, être impliqués. Donc il y a comme ça du jeu. Il y a quelquefois il y a un partage de désirs, il y a des choses comme ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que le documentaire, comme n'importe quel récit, c'est une interprétation. Filmer, rendre compte de quelque chose qu'on a vu, c'est interpréter. On va décider de mettre la caméra ici ou là, de filmer en mouvement, caméra à l'épaule ou sur un pied. On va faire des plans courts ou des plans séquences, etc. etc. Le cinéaste regarde, interprète, reconstruit le monde. Et donc, ce qui est là sur l'écran, ça n'est pas le réel, ça n'est pas la réalité brute, ça n'est que une interprétation qui est plus conforme qui ressemble davantage aux intentions du cinéaste qu'à la réalité proprement dite. Et donc, par extension, on peut dire que le documentaire, c'est de la fiction. Le documentaire est une autre façon de faire de la fiction. C'est une bonne phrase pour finir les paroles. Ça va, merci.